Merci beaucoup. Je me permets alors du coup de prendre la parole directement. Merci beaucoup Antoine de ces progrès qui sont encore à faire. Et tout d'abord, merci beaucoup au GIOP de m'inviter à participer à cette réunion, ainsi qu'au laboratoire Allergan, pour vous proposer de parler d'un traitement que nous avons depuis plusieurs années en France, mais qui maintenant arrive sur le marché ici au Maroc, le Lumigan 0,1%. Alors vous savez, c'est la semaine du glaucome, donc c'est un bon moment pour parler des nouveautés. Je sais que le docteur Zouhairi est passé à la télévision, en tout cas à la radio récemment à ce sujet-là, donc c'est très bien, c'est très important. Et dans nos armes thérapeutiques, on a à notre disposition un produit qui est très utilisé en France, c'est le Lumigan 0,1. Donc de manière générale, quand on parle du glaucome, eh bien, on considère qu'il y a environ 60 millions de patients dans le monde. Vous savez, certains avec un glaucome angle ouvert, c'est-à-dire essentiellement l'Europe et l'Afrique, et à angle fermé, l'Asie plutôt, et avec un marché qui s'établit à peu près à 6 milliards d'euros annuels. Et finalement, ce marché, c'est essentiellement le traitement. Donc la chirurgie, le diagnostic compte pour très peu, et le coût pour la société et pour le bénéfice des patients, c'est le traitement. Alors on en reste toujours au fait, et il n'y a pas vraiment sur ce plan de nouveauté extraordinaire, que le traitement hypotenseur oculaire, c'est la seule méthode démontrée et admise par tous pour préserver la fonction visuelle dans le glaucome. La réduction de la pression oculaire peut ralentir la progression de la perte du champ visuel, et de nombreuses études l'ont montré, que ce soit des études européennes comme le MGT, qui était dans les glaucomes de moyenne importance, que ce soit l'AGIS, qui est une étude que vous connaissez sans doute, et qui correspond au glaucome très avancé. Donc dans le glaucome très avancé, en un mot, la réponse est il faut avoir 12 de pression pour que ça ne s'aggrave plus, ou le CGS, qui est une étude américaine, canadienne, dans le même sens. Et le bénéfice donc de la réduction de la pression oculaire dans le glaucome est bien établi, et selon cette dernière étude, chaque millimètre de pression était associé, excessive était associé à une augmentation de 20% du risque de glaucome. Et on en reste aussi, alors qu'on a tendance maintenant de plus en plus à donner des combinaisons fixes, à conserver simplement en première intention une monothérapie. Auparavant, donc, le traitement doit être individualisé en fonction du degré de déficience. Bien sûr, plus le glaucome est avancé, plus la baisse de pression devrait être importante. Du taux de progression, et on considère qu'il faut 2 ans pour avoir une idée du taux de progression d'un patient. Et on considère que si vous voulez vraiment bien examiner votre patient, c'est 3 champs visuels par an pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, vous saurez que si c'est un progresseur rapide, 20% des patients à peu près, si c'est un progresseur lent, le reste, et être beaucoup plus agressif. Et d'autres facteurs qui rentrent aussi en ligne de compte, vous le savez, c'est l'épaisseur de la cornée, qui est une source d'erreur, les antécédents familiaux, un point majeur, l'ouverture ou la fermeture de l'angle, qui change l'attitude thérapeutique, la pression moyenne, la fluctuation, et puis ces cas un peu particuliers, que sont la dispersion pigmentaire, la pseudo-exfoliation, pour lesquels il faut être plus agressif que dans les autres cas. Voilà. Et chez la majorité de ces patients atteints de glaucome, ayant une espérance de vie raisonnable, une réduction agressive de la pression oculaire est recommandée. Et comme je vous le disais à l'instant, à travers, au départ, une monothérapie. Donc là, vous avez les principales monothérapies qui sont proposées. En moyenne, les prostaglandines et le bimatoprost, donc le Lumigan en premier, est celui qui permet d'obtenir la baisse la plus importante de la pression oculaire, 30 à 33% avec les prostaglandines, les bêta-bloquants entre 25 et 30, et la brimonidine, donc les alpha-2 agonistes, ainsi que les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, autour de 20. Donc la pratique, elle doit être conservée, comme l'est conseillé encore maintenant dans les guidelines de la European Glaucoma Society. Une monothérapie, si elle ne marche pas, on change de monothérapie. Si elle marche et que la pression cible est atteinte, à ce moment-là, la surveillance suffit. Tous les 6 mois, si le glaucome n'est pas stable, tous les ans, s'il est stable. Donc on peut même accepter qu'un vrai glaucome soit suivi 1 fois par an. C'est acceptable. Puis si ça ne suffit pas, rajouter un second traitement et à nouveau se reposer la question d'une pression cible qui est atteinte ou pas. Et comme on le voit, la pression cible est très difficile à déterminer à l'avance. Elle va être déterminée secondairement seulement en fonction du fait qu'avec une pression donnée, eh bien le champ visuel se stabilise. En pratique, si vous ne baissez pas d'au moins 20% la pression, on ne peut pas considérer que vous ayez atteint la moindre pression cible. Donc au moins c'est 20%. Si on en revient au traitement eux-mêmes, eh bien, pour plutôt se focaliser sur précisément les prostaglandines et les prostamides, eh bien, vous savez que les prostaglandines et les prostamides sont des molécules qui naissent de la paroi des cellules
de toutes les cellules de l'organisme. Et à partir d'un phénomène biologique, vous avez la transformation des phospholipides des parois, soit en cannabinoïdes, soit en prostamine ou en prostaglandine. Et l'ensemble de cette famille prostamide et prostaglandine a été appelé prostanoïde. Donc ça, c'est juste un petit point pour dire que les prostaglandines et les prostamides, dont est issu le ligand, ne sont pas exactement identiques. Les prostamides possèdent des récepteurs qui sont spécifiques. Et donc, le bimatoprost, c'est-à-dire le ligand, est un agent hypotenseur oculaire qui est puissant. C'est un prostamide synthétique, structurellement apparenté à la prostaglandine F2-alpha, donc c'est les PGF2-alpha, qui n'agit pas par les mêmes récepteurs que les prostaglandines connues. Et le bimatoprost reproduit de façon sélective les effets de substances biosynthétiques appelées prostamides. Mais ces récepteurs, on ne les connaît pas. On sait simplement en fait, ils n'agissent pas par les mêmes récepteurs. Je vais vous dire dans un mot pourquoi. Alors, le bimatoprost, comment est-ce qu'il pénètre dans l'œil? Essentiellement par la sclère, contrairement à la plupart des autres collyres. Vous savez que la plupart des collyres ont une pénétration cornéenne. Ce n'est pas le cas du bimatoprost, qui a une pénétration oculaire 4 fois plus importante par la sclère que par la cornée, comme ça vous est présenté ici. Et cette faible pénétration cornéenne oculaire explique que le caractère garder les yeux fermés après avoir pris la prostaglandine pendant longtemps a moins de sens qu'avec les autres produits, puisqu'avec les autres, ils passent plutôt par la cornée. Alors une fois qu'ils sont arrivés au niveau du globe oculaire, la pénétration elle-même peut se faire soit par voie intracellulaire, au travers des cellules, et ça c'est le cas pour les molécules lipophiles qui peuvent traverser la paroi de ces cellules, soit par voie intercellulaire entre les cellules, et c'est le cas pour les molécules hydrophiles, grâce à l'ouverture transitoire des jonctions étroites épithéliales. Il se trouve que donc les prostamides, le bimatoprost est très hydrophile, 100 fois plus que les prostaglandines, et donc le bimatoprost passe entre les cellules. Et donc on a souvent pensé qu'éventuellement, passer entre les cellules nécessitait peut-être une certaine érosion des cellules et que les conservateurs pouvaient avoir un rôle à travers cette petite érosion expliquant que le produit fonctionnait mieux. En fait, cette théorie maintenant est à peu près abandonnée. Alors voilà comment on sait que finalement ça n'agit pas exactement par les mêmes récepteurs, parce que les récepteurs FP typiques, qui sont ceux des prostaglandines, vous les avez présentés ici. Donc de gauche à droite, pas d'effet, et tout à fait sur la droite, un effet majeur. C'est une fixation majeure. Avec le travoprost, c'est-à-dire le travatan, énorme fixation au récepteur. Avec le latanoprost, donc le xalatan, moyenne fixation en vert, et assez faible avec le bimatoprost. Donc finalement, ça ne se fixe pas tout à fait au récepteur, mais ça marche très bien. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'on ne les connaît pas vraiment, mais que ça marche différemment des autres. Et c'est sans doute pour ça que ça a un effet un petit peu différent. En revanche, à l'issue de ça, l'effet est à peu près identique en termes d'ouverture de la voie uvosclérale, donc ça agit sur l'évacuation de l'humeur aqueuse. Si l'on compare le bimatoprost avec les autres molécules, les autres prostaglandines à notre disposition, il y a une grande étude qui a été faite par mon ami Philippe Denis et Florent Aptel, mes amis Philippe Denis et Florent Aptel, qui ont été publiées il y a quelques années dans le Journal of Glaucoma, une méta-analyse très robuste qui a comparé bimatoprost 0,3, donc alors là on va venir au 0,1 dans un instant, mais on part du 0,3 puisque c'était au départ celui-ci qui était commercialisé dans le monde et ici aussi, au latanoprost et au travoprost. Et cette méta-analyse avait inclus 8 essais directement comparatifs, randomisés et contrôlés, 1610 patients. Donc là on peut vraiment avoir une comparaison valable. Et il s'agissait de patients qui présentaient un glaucome primitif à angle ouvert et une hypertension oculaire, et qui étaient traités en monothérapie par une prostaglandine, sans aucune chirurgie, sans laser et sans autre traitement, bien sûr. Alors, on peut résumer ce type de méta-analyse sur ce type de schéma. Vous avez un axe horizontal qui indique que l'élément étudié est en faveur d'un composant. Donc, en bas, vous voyez en faveur du bimatoprost, c'est-à-dire le bimatoprost plus efficace sur la droite, le comparateur, donc ça va être soit le latanoprost, soit le travoprost, sur la gauche, en faveur du comparateur. Et là, on voit en particulier l'effet sur la pression oculaire dans l'ensemble de ces études, aux différents temps, 8 heures, pardon, peut-être que ça va marcher mieux comme ça, voilà, 8 heures,
12 heures, 16 heures, 20 heures, le nombre de patients inclus, qui donne quand même une grosse puissance à cette étude, et l'on voit qu'en comparaison du latanoprost, le bimatoprost est plus efficace, à une baisse de pression oculaire le matin de 0,5 mm de plus en moyenne. C'est quand même une moyenne, c'est pas pour par patient, donc ça a un sens. Et vis-à-vis du travoprost, même 1,02 mm de plus. Et vous voyez que cet effet-là est retrouvé à tous les moments de la journée, que ce soit à midi, à 16h ou à 20h. Donc on peut dire que systématiquement, comparé au latanoprost et au travoprost, le bimatoprost 0,3, qui avait été celui qui avait été commercialisé initialement, était celui qui était le plus efficace. Et cette efficacité, on peut la reprendre à 3 mois, ce qui est quand même un temps raisonnable, à tous les heures de la journée. On retrouve la même chose, bimatoprost versus latanoprost en bleu, et en bimatoprost versus travoprost en rose. Donc on voit que systématiquement, l'effet est plus important et significatif. Donc toutes ces études nous ont confirmé que le bimatoprost était, dans la famille des prostamides, la molécule la plus puissante. En revanche, comme vous le savez sûrement, un problème avec le bimatoprost 0,3%, c'est le problème de l'hyperémie conjonctivale que l'on retrouvait presque 2 fois plus souvent avec le bimatoprost qu'avec le latanoprost, donc 48 à 51%, contre 26% avec le latanoprost et 42-53%, et surtout quelques formes extrêmement violentes d'hyperémie conjonctivale qui entraînaient l'arrêt immédiat du traitement et qui, il faut le reconnaître, rendait l'utilisation prospective du bimatoprost difficile parce qu'on ne pouvait pas savoir à l'avance qui allait être dans cette cas-là. Donc, si l'on regarde ce problème qui est finalement clé, c'était de constater que l'incidence était beaucoup plus forte avec le bimatoprost versus le latanoprost, comme vous le voyez, 0,48 contre 0,26, donc 48% contre 26%. Bimatoprost versus travoprost, 51, donc on est à peu près la même chose contre 42%. Donc c'est vrai qu'on trouve plutôt plus d'hyperémie avec le travoprost qu'avec le latanoprost. Et puis à la fin, si on comparait les deux produits qui n'étaient pas le bimatoprost, c'est-à-dire latanoprost et travoprost, eh bien en fait on avait l'impression qu'il y avait plutôt moins d'hyperémie avec le latanoprost, ce que l'on sait d'ailleurs. Donc, ça a été quand même le problème majeur, et ce problème, il est important, puisque découle de ça des problèmes d'adhérence, puisqu'on sait que l'adhérence qui associe observance et persistance montre qu'elle est sous-estimée par les cliniciens et que les estimations varient entre 5 à 80%. Donc, en moyenne, un clinicien estime que c'est dans 10% des cas que ces patients ne sont pas observants. En réalité, c'est environ 50%. Et une étude récente évaluant les raisons les plus fréquentes d'une modification de traitement, c'était peu d'effets, bon alors là c'est sûrement pas le cas du bimatoprost, mais événements indésirables, 31% c'est le cas. Et cette mauvaise observance joue un rôle important dans la progression du glaucome, sachant néanmoins qu'on a du mal à le définir exactement, que certains patients se traitant 3 mois par an, 4 mois par an, et on ne sait pas très bien si dans ces conditions, il vaut mieux le faire ou pas du tout, en raison des variations de pression que ça induit. Donc le bon choix du traitement de première intention, le GS nous l'a dit, c'était d'utiliser un traitement qui soit le mieux toléré possible, permettant une bonne adhérence et permettant une baisse importante de la réduction de la pression oculaire. Donc très clairement, le bimatoprost répondait à 2 des 3, sauf à celui d'hyperémie, et c'est pour ça qu'a été développé le 0,1 à la place du 0,3, donc concentration 3 fois plus faible. Pour pouvoir, je dois vous le dire, pour pouvoir obtenir un effet et une solubilité, un effet à peu près identique, il a fallu augmenter la quantité de benzalkonium utilisée pour le faire passer d'une dose qui était 4 fois inférieure à celle du xalatan, du latanoprost, à une dose équivalente à celle du latanoprost. Donc la concentration à 0,1 mg a plus de conservateurs que celle qui est à 0,3, mais en fait a la même quantité de benzalkonium que le latanoprost habituellement utilisé. Donc, ce point étant dit, une importante étude a été faite comparant bimatoprost 0,1 et 0,3. Il y a même eu 3 groupes de patients, un groupe à 0,1, un groupe à 0,3 et si on le voit ici, un groupe à 0,125, au cas où ça aurait été celui-ci qui aurait dû être utilisé, mais il n'a pas été retenu. Donc la comparaison s'est faite sur 1 an
en proposant avec un wash-out, la moitié des patients sur 0,1, la moitié des patients sous 0,3, 370 patients, donc quand même une étude très rigoureuse aussi, et les différents éléments ont été étudiés, la pression oculaire et les effets secondaires. La pression oculaire, donc juste un dernier petit point sur les éléments de cette étude, vous voyez que tout est à peu près comparable, les âges des patients, la pression oculaire, et l'origine des patients, la couleur de l'iris, le fait que ce soit des hypertonies ou des glaucomes. Donc il n'y avait pas de biais entre les différents éléments, sauf peut-être une petite différence dans l'âge. Quand on a de grands groupes, et ben on finit toujours par avoir des statistiques qui nous montrent des petites différences. La principale réponse, on l'obtient ici. On a la baisse de pression oculaire qui est obtenue avec le Lumigan 0,1 en bleu, avec le Lumigan 0,3 en gris. Alors vous voyez que aux différents moments, soit à la 2e semaine, 6e semaine, 3 mois, 6 mois, 12 mois, on voit que les courbes sont presque identiques, pas tout à fait, mais pratiquement identiques, sauf à 2 fois, à 4 heures après la prise, c'est-à-dire vers midi, où il y avait une efficacité statistiquement significativement légèrement plus faible avec le 0,1 qu'avec le 0,3. Mais ça n'a pas été retrouvé systématiquement, et en particulier pas au niveau de la fin de l'étude au 12e mois. Donc il n'y a aucune différence statistique entre les deux groupes, et on peut vraiment penser que l'efficacité est très proche, et vous voyez que le nombre de patients est important pour le prouver. Et celle-ci vous remonte la même chose, comparant la pression oculaire moyenne dans la journée entre le début, donc les patients initialement avaient, comme vous le voyez, une pression autour de 24, et puis les résultats à la fin avec une pression autour de 17, une baisse de 30% environ, identique entre le 0,1 et le 0,3. Donc on peut être relativement rassuré sur ce point, qu'il y a très peu de différence. On a évidemment regardé un autre point capital qui était cette histoire d'hyperémie conjonctivale. Alors, donc, comme je vous le disais, il y a 2 types d'hyperémie. L'hyperémie moyenne, qui est plus ou moins gênante et qui survient souvent, et la forte hyperémie avec une rougeur majeure. Et c'est celle-ci qui a baissé de façon capitale de 65% par rapport au groupe Bimatopros 0,3. Donc on voit bien que la forte hyperémie, qui était la raison pour laquelle, il faut reconnaître, le Lumigan 0,3 n'était pas vraiment beaucoup utilisé, elle a régressé d'une manière majeure. Et en conséquence, les arrêts thérapeutiques liés aux problèmes de tolérance ont régressé de la même façon, c'est-à-dire environ 65% de réduction relative de l'arrêt du traitement dans les 12 mois à cause de cette hyperémie conjonctivale. Donc, cette étude nous dit que le Bimatopros 0,1 est non inférieur au Bimatopros 0,3, que c'est maintenu pendant les 12 mois, qu'elle est mieux tolérée que le 0,3, pour tous les effets indésirables, en particulier pour la forte hyperémie, avec moins d'arrêt des traitements. Alors bien sûr, il y a pas mal d'autres petits problèmes qui peuvent survenir avec le 0,1, comme avec les autres prostaglandines. L'hyperémie moyenne, par rapport au 0,3, elle a baissé aussi, mais de façon moins spectaculaire que la très forte hyperémie. On est passé de 37% avec le 0,3 contre 26% avec le 0,1. Et puis les effets sont un peu moins fréquents. Les seuls qui sont à peu près identiques semblent être la croissance des cils, donc ça ne change rien, et l'irritation oculaire, où il n'y a pas de différence significative. Sinon, c'est d'autres signes qu'on voit de manière très classique. Et puis, un dernier point qui a intéressé les développeurs, c'était de comparer ce qui se passait quand on avait un patient qui était sous latanoprost et qu'on passait au Lumigan 0,1, donc pour voir si on avait une différence en termes, en passant du latanoprost au bimatopros 0,1, de voir si on avait une différence en termes de tolérance et d'efficacité. Un mois d'évolution, donc on regardait la sévérité de l'hyperémie, est-ce qu'elle apparaissait chez les patients qui avaient été sous latanoprost ou pas. Et la réponse, donc, alors, un groupe de patients sous latanoprost, la moitié mis sous bimatopros 0,1, l'autre sous véhicule, c'est-à-dire sans aucune prostaglandine, et on regarde comment ça se passe. On regarde avant tout l'hyperémie, avec les différents stades qui sont montrés ici et qui étaient précisément faits pour, c'était une étude qui avait sa principale conséquence. Les résultats de ça, c'est qu'il y a une légère augmentation par rapport à la valeur de base de l'hyperémie avec le bimatopros, en tout cas par rapport au véhicule, mais qu'elle n'est pas vraiment significative, donc il n'y a pas d'augmentation vraiment notable. Donc l'hyperémie,
est faible. Il faut reconnaître qu'elle est légèrement présente, mais elle est tout de même faible. Et puis, vous voyez, une petite hypermie conjonctivale, un prurite par rapport au véhicule, là aussi c'est normal, ainsi que la sécheresse oculaire. Oups, je ne sais pas pourquoi j'ai le droit à ça. Qu'est-ce qu'il me dit? On va revenir là. Voilà, la sécheresse oculaire par rapport au véhicule aussi, on le trouve très légèrement supérieur, mais non significatif. Et puis, par rapport aux valeurs de base, une baisse supplémentaire par rapport au latanoprost de 1, entre 0,7 l'après-midi et 1 mm de mercure. Donc on voit bien que de passer du latanoprost au bimatoprost, 0,1 permet d'avoir un petit effet supplémentaire sur la pression oculaire. Voilà, donc le bimatoprost 0,1 a entraîné une réduction supplémentaire par rapport au latanoprost, qui était initialement pouvant aller jusqu'à 1,3 en moyenne. Et donc les conclusions de cette étude, et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, mais c'est quand même nécessaire d'avoir une idée précise quand on utilise un nouveau traitement qui, si j'ai bien compris, va être prochainement commercialisé au Maroc dans la semaine qui suit, c'est qu'on peut avoir confiance dans le fait que la pression, la baisse de pression, bon, c'est bien sûr c'est clé, que le 0,3 était plus efficace que le latanoprost et le travoprost, avec une mauvaise adhérence en raison de l'hyperémie conjonctivale qui est importante, que le 0,1, lui, permet d'avoir à peu près une équivalence d'efficacité, même une équivalence d'efficacité par rapport au 0,3, avec beaucoup moins de problèmes de tolérance que son grand frère qui était du 0,3, et c'est la raison pour laquelle finalement le 0,3 est un peu, même tout à fait en perte de vitesse dans les pays où il a été développé, remplacé presque tout le temps par du 0,1. Voilà, donc on peut y aller, on peut l'utiliser, ça fera partie de nos armes thérapeutiques utiles en monothérapie. Sachez que pour l'instant, il n'existe pas en unidose, parce que comme ça va être compliqué à mettre au point en unidose, puisqu'il y a un conservateur qui permet d'augmenter l'efficacité. Le seul qui existe, et encore pas partout, et pas en France, dans le Lumigan, c'est le 0,3 en unidose. Voilà, je vous remercie. Chers amis, comme il n'y a pas de questions, semble-t-il, je vous propose de se retrouver, madame. Une patiente enceinte sous Lumigan. Alors se pose le problème de l'utilisation des prostaglandines chez les patientes enceintes. Bon, les fausses couches sont fréquentes, comme vous savez, hein, c'est 10% de la population, je crois, à peu près, spontanément. Et malheureusement, les prostaglandines mises sur l'utérus déclenchent des contractions de l'utérus. Donc, quelque part, même si on n'a à aucun moment prouvé qu'une prostaglandine risquait d'avoir un effet sur le déclenchement éventuel d'une fausse couche, il y a un élément qui va dans le mauvais sens. Donc la conclusion, c'est que je conseille d'arrêter les prostaglandines, quelles qu'elles soient, que ce soit le Lumigan. Alors bon, je dirais peut-être le plus longtemps possible et passer aux bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, eux, n'ont jamais pu être incriminés dans ces problèmes-là. En revanche, les prostaglandines, c'est peut-être la dernière classe thérapeutique. Alors évidemment, vous avez raison, si c'est vraiment indispensable, essayons d'arrêter les 3 premiers mois. Et au fur et à mesure du temps, pouvoir les reprendre. Bon, le Lumigan ne se distingue pas des autres, il n'y a pas d'études qui ont été faites. Il y a des études qui ont été faites avec les prostaglandines chez les enfants, et là c'est utilisable, mais chez les femmes enceintes, non. Merci beaucoup.